Bonjour tout le monde. D'abord, je voulais dire un grand merci à l'équipe qui a organisé la journée étudiante. Je suis super contente d'y participer. Je m'appelle Janie, je suis étudiante en deuxième année au doctorat à l'Université de Montréal. Et moi, je m'intéresse dans le cadre de mes recherches aux transformations des représentations du soin et de la recherche que permettent des nouvelles formes d'expérimentation biomédicale, principalement la médecine translationnelle. Et tout ça dans un contexte que nous, on appelle, les sociologues, la bioéconomie globale, donc c'est-à-dire toute l'économie du vivant, des matières biologiques, cellules, tissus, sang, organes, gènes, donc autrement dit la marchandisation du corps humain. Et c'est pourquoi aujourd'hui, en fait, je voulais venir vous parler du corps capital, de la médecine translationnelle, mais aussi comment ça nous amène à repenser les représentations de soins et de la recherche. Donc la médecine translationnelle, voilà. La médecine translationnelle émerge dans les années 90, mais va se répandre vraiment plus largement au début des années 2000. Et elle est rapidement présentée comme un nouveau paradigme, comme une nouvelle discipline ou encore un des mots-clés les plus chauds de la médecine actuelle. Et ce qui est important de retenir, c'est que la médecine translationnelle n'a pas vraiment de définition claire, mais touche une population qui est très similaire à celle des soins palliatifs et de fin de vie, c'est-à-dire des individus qui sont pris avec des maladies qui sont déclarées d'incurables, des maladies orphelines ou chroniques. Enfin, ce qu'on peut comprendre de la médecine translationnelle, c'est que c'est une discipline qui vise à fusionner en fait la recherche fondamentale aux soins cliniques. Donc, finalement, par translationnel, ce qu'on peut comprendre, c'est tout le mouvement de va-et-vient, de translation entre le chevet du patient, mais aussi le laboratoire de recherche. C'est donc à partir d'un seul individu qu'on va construire la recherche et le soin, passant finalement outre un peu les 5 étapes, le préalable de la recherche clinique, mais en venant en fait les articuler de manière plus circulaire autour d'un seul individu malade. Indissociable aussi de ce qu'en sciences sociales, on a théorisé de bioéconomie et de biomédicalisation. La médecine translationnelle suppose un modèle de soins et de recherche qui va s'inscrire dans une économie du corps, comme je l'ai dit un peu tantôt, où chaque matériel biologique devient une source de potentialité économique, de plus-value, de profit, et va s'insérer aussi dans un rapport individualisé aux soins et à la santé, qu'on va appeler la biomédicalisation des sociétés. Donc, une société qui place de plus en plus le discours médical au cœur de ses préoccupations, au cœur de ses enjeux, tout en suivant une logique d'innovation et de compétition économique. Donc, la médecine translationnelle, elle évolue, elle se développe et elle apparaît dans ce contexte social-là. Et elle va venir proposer aussi un modèle de soins de recherche qui, à première vue, semble se heurter aux grands principes éthiques et juridiques qui sont édictés pendant le procès de Nuremberg. Donc, dans le code de Nuremberg, le patient malade est conceptualisé comme un individu essentiellement vulnérable qu'il faut vraiment protéger de la recherche et de l'expérimentation, alors que la médecine translationnelle, elle, par le patient collaborateur, une fois qu'il est consentant, on rend la pratique légitime. Donc, toute cette nouvelle possibilité, en fait, d'expérimenter directement sur les corps malades vient tendre vers une double ontologie, à une double définition du patient. Le patient ici est à la fois sujet, mais aussi objet de la médecine. Il devient donc celui qui, à la fois, va subir le soin, mais aussi celui qui collabore à édifier les connaissances scientifiques. Donc, prenant forme, en fait, dans des logiques d'espoir, mais aussi de promesses, espoir de guérir, mais aussi promesses de participer à la recherche scientifique, la médecine translationnelle vient modifier de manière assez importante le rôle qu'occupe le patient vis-à-vis son propre état de santé, mais aussi vis-à-vis la santé comme institution. Donc, le patient collaborateur, dorénavant travailleur de sa santé, mais aussi de la santé, suppose un rapport au corps, à la maladie, mais aussi à la souffrance, aux soins et à la recherche qui est particulier. Chaque personne dans ce rapport-là est présentée comme étant complètement responsable de son état de santé. Donc, en ce sens, à mon avis, la médecine translationnelle recoupe des réalités assez proches de celles des soins palliatifs et de fin de vie, parce que présenter le patient comme entièrement responsable, mais aussi comme un acteur à part entière de sa santé, mais aussi de sa mort, laisse en coulisses des réalités sociales qui sont, à mon avis, assez pertinentes, importantes. Le fait, finalement, que l'individu s'inscrit quand même dans des structures, dans des institutions, dans des logiques politiques, mais aussi économiques, qui sont plus grandes que lui et que parfois on ne va pas nécessairement questionner, mais qu'on va présenter comme étant essentiellement aux besoins de services individuels, de désirs individuels. Donc, le choix qu'on considère individuel, parfois, on peut se rendre compte, on étudie en sociologie, qui sont souvent guidés par des discours dominants sur la santé, sur le soin, sur la mort, sur la vie.
Donc, la question que je me pose pendant ma thèse, en fait, c'est vouloir prolonger sa vie, est-ce que c'est réellement un choix individuel et personnel?